Après le décès de ma femme, j'ai pris un travail tôt le matin. Chaque nuit, le même chauffeur me ramenait chez moi. Une nuit, il a dépassé ma rue et a dit « Votre femme veille sur vous. Ne descendez pas ici. Demain, je vous montrerai pourquoi. » Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Après le décès de ma femme, j'ai trouvé un travail de nuit. Chaque nuit, le même chauffeur me ramenait chez moi. Et je ne sais pas pourquoi, mais je lui apportais toujours du café. C'était la seule chose qui me donnait l'impression d'être encore capable d'offrir quelque chose à quelqu'un. Que j'étais encore humain. Mais un matin, quelque chose a changé. La voiture ne s'est pas arrêtée dans ma rue. Elle l'a dépassée. J'ai regardé par la fenêtre, confus. Il n'a rien dit pendant quelques secondes. Il a simplement conduit, les yeux fixés sur le rétroviseur, avec un calme qui m'a effrayé bien plus que n'importe quel cri. Je lui ai fait remarquer, « Vous avez dépassé ma rue. » Il m'a répondu sans se retourner, « Je sais. » Silence. Puis, il a ajouté quelque chose qui m'a glacé le sang. Quelque chose que je ne comprenais pas, et qui a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur les 3 derniers mois de ma vie. Il m'a dit, « Votre femme vous observe. Ne descendez pas ici. Demain, je vous montrerai pourquoi. » J'avais signé les papiers de l'hôpital. J'avais choisi le cercueil. J'avais déposé les fleurs sur la terre. J'avais pleuré à en perdre la voix, devant une tombe où son nom était gravé. Comment ma femme pouvait-elle m'observer? C'est ce que je pensais alors. Mais ce que j'ignorais, c'est que cette question n'était que le commencement. Que la réponse allait anéantir tout ce qui restait de mon monde. Et que l'homme au volant de cette voiture, celui à qui j'apportais un café chaque nuit comme si c'était la chose la plus normale du monde, était la seule personne dans toute la ville à connaître la vérité. Je m'appelle Sébastien. J'ai 44 ans. Et voici l'histoire de la façon dont j'ai découvert que la femme que j'ai aimée pendant 18 ans, n'est jamais morte. Elle a simplement décidé de disparaître. Et j'ai été le dernier à le savoir. Tout a commencé 7 mois avant ce fameux matin. C'était un mardi tout à fait normal. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Gracila était partie tôt. Elle m'avait dit qu'elle avait un rendez-vous chez le médecin. Une visite de routine, rien d'important. Elle a déposé un baiser sur ma joue. Elle a pris son sac à main marron, celui qui sentait toujours ce parfum à elle que je n'ai jamais pu identifier. Un mélange de vanille et de quelque chose de floral, qui flottait dans l'air pendant plusieurs minutes après son départ. Puis, elle a fermé la porte. C'est la dernière fois que je l'ai vue vivante. Du moins, c'est ce que j'ai cru pendant des mois. 3 heures plus tard, l'hôpital m'a appelé. Il y avait eu un accident sur l'autoroute. Un camion de marchandises avait grillé un feu rouge. La voiture de Gracila était détruite du côté conducteur. Ils m'ont annoncé qu'elle était arrivée sans signes vitaux. Qu'elle n'avait pas souffert, que ça avait été rapide, et qu'il n'y avait rien à faire. Je ne me souviens pas bien comment je suis arrivé à l'hôpital. Je ne sais plus qui m'y a conduit. J'ai le souvenir d'un très long couloir, baigné d'une lumière blanche qui me brûlait les yeux. Quelqu'un en blouse me parlait doucement, avec cette voix qu'utilisent les médecins lorsqu'il n'y a plus de bonnes nouvelles à annoncer. Je me rappelle qu'on a posé un papier devant moi, et que je l'ai signé sans le lire. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvé seul dans une salle d'attente. Avec un verre d'eau auquel je n'ai pas touché. Fixant le sol gris en linoléum, en pensant que le monde venait de se fendre en deux, et que je me trouvais du mauvais côté. L'enterrement a eu lieu 5 jours plus tard. Ses sœurs sont venues de Guadalajara. Des amis sont venus. Des collègues de travail. Des voisins que nous connaissions à peine. Tout était très ordonné, très calme, très gris. J'étais là, mais je n'y étais pas. Je bougeais, je saluais, j'acceptais les étreintes. Je recevais les condoléances avec un sourire que je ne ressentais pas. C'était comme si quelqu'un d'autre habitait mon corps, tandis que j'observais le tout de loin, derrière une vitre épaisse qui m'empêchait de ressentir les choses pleinement. Après le départ de tout le monde, je suis resté seul dans la maison. Et c'est là que j'ai compris ce qu'était le vrai silence. Ce n'est pas le silence de la nuit. Ni celui d'une pièce vide. C'est le silence d'une vie qui, soudainement, n'a plus le son de l'autre personne. L'absence de ses pas dans la cuisine à 6 heures du matin. L'absence du bruit de son sèche-cheveux.
l'absence de sa voix me demandant où elle avait laissé ses lunettes. Ou chantonnant doucement en faisant la vaisselle. Ou riant seule, devant quelque chose qu'elle avait vu sur son téléphone. Tout cela avait disparu du jour au lendemain. Ce qui restait, c'était un vide si profond, si lourd, que je ne savais pas comment y respirer. J'ai essayé de rester à la maison les premiers jours. On m'apportait à manger, on m'appelait, on me rendait visite. Mais les murs de cette maison ont commencé à m'étouffer. Chaque recoin abritait un bout d'elle. Sa veste accrochée au porte-manteau. Sa tasse préférée sur l'égouttoir. Le livre qu'elle lisait, encore ouvert à la page où elle s'était arrêtée, avec un coin corné pour ne pas perdre sa place. Comme si elle allait revenir pour le finir. C'était ça qui faisait le plus mal. Ces petites choses qui l'attendaient. Un mois après son décès, un collègue m'a parlé d'un poste vacant dans une clinique privée, pour la garde de 23h à 7h du matin. Beaucoup refusaient ces horaires. J'ai immédiatement postulé. Non pas par besoin d'argent. Bien que les frais funéraires se soient élevés à plus de 3000 €, ce que je n'avais pas prévu. Je l'ai demandé parce que j'avais besoin d'un endroit où aller, quand la maison devenait insupportable. Et elle devenait insupportable à 23h précises, lorsque le silence se faisait plus lourd, et le lit trop grand. Ce travail m'a sauvé. Ou du moins, il m'a tenu occupé, ce qui, à ce moment-là, revenait au même. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Yvan. La première fois que je l'ai vu, c'était un mercredi matin. J'avais commandé une voiture via l'application, comme d'habitude. Il est arrivé à l'heure. C'était un homme d'une 50aine d'années, de corpulence mince, aux cheveux poivre et sel. Il arborait une expression calme, qui n'était pas de la froideur, mais plutôt la sérénité de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver au monde. Il m'a salué d'un hochement de tête, a saisi l'adresse, et a démarré. Il n'a pas prononcé un mot du trajet. Moi non plus. Mais il y avait quelque chose dans ce silence qui n'était pas gênant. C'était étrangement le silence le plus confortable, que j'ai ressenti depuis la mort de Gracilla. En arrivant dans ma rue, je suis descendu, je l'ai remercié, et j'ai fermé la porte. Une fois à l'intérieur, j'ai réalisé que, pour la première fois depuis des semaines, je me sentais un peu moins seul. La nuit suivante, j'ai commandé à nouveau, et c'était encore lui. Et la nuit d'après, aussi. Je ne sais pas si c'était une coïncidence, ou si l'algorithme nous avait associés par horaire et par zone. Mais Yvan est devenu, sans que nous l'ayons prévu, une constante de mes petits matins. Une semaine plus tard, je suis sorti de la clinique avec 2 cafés à la main. L'un pour moi, l'autre pour lui. Je l'ai placé dans le porte-gobelet avant, sans un mot. Il l'a regardé. Puis, il m'a regardé dans le rétroviseur, et a simplement dit « merci ». C'était tout. Mais à partir de cette nuit-là, le café est devenu un rituel. Chaque matin, même heure, même homme, même café. Je ne savais pas alors, que cette routine simple, silencieuse et très personnelle, était ce qui allait me sauver la vie. Les premières semaines avec ce travail de nuit, ont été étranges. Pas dans le mauvais sens du terme. Mais cette étrangeté propre aux nouvelles choses, qui vous oblige à réorganiser tout votre intérieur. Mon corps a mis presque un mois à s'adapter au rythme. Je dormais le jour, rideau tiré. Je mangeais à des heures improbables. Et je vivais dans une sorte de monde parallèle, où, à mesure que la ville s'éveillait, je m'éteignais. Mais il y a une chose, à propos des petits matins, dont personne ne m'avait prévenu. Le petit matin est honnête. Il n'a pas le bruit du jour pour vous distraire. Il n'a pas d'engagement, pas de conversation, pas d'obligation de faire semblant d'aller bien. Au petit matin, tout ce que vous ressentez reste immobile devant vous, et n'a nulle part où se cacher. Et moi, qui fuyais mes propres pensées depuis des semaines, j'ai découvert qu'il était bien plus supportable de les affronter à 3h du matin, alors que la ville dormait dehors et que mes mains étaient occupées au travail, plutôt que de le faire en plein jour. Entouré de gens qui me regardaient avec pitié. À la clinique, on me traitait bien. Ils savaient ce qui s'était passé. Ils ne posaient pas de questions inutiles. Ils me laissaient travailler. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Examiner des dossiers, coordonner des fournitures, prendre des appels pour des urgences mineures. Rien qui ne me laisse trop de temps libre pour penser. Mais rien d'assez exigeant pour m'écraser. Et à la fin de mon service, à 7h du matin, quand je sortais par la porte de derrière de la clinique, avec le froid matinal qui me frappait le visage,
je commandais une voiture. Et c'était presque toujours Yvan. Au fil du temps, j'ai fini par le comprendre. Yvan n'était pas un homme très bavard. Mais c'était un homme qui savait écouter, d'une manière que peu de gens maîtrisent. Il n'interrompait pas. Il ne terminait pas vos phrases. Il ne vous disait pas ce que vous deviez ressentir. Il écoutait, tout simplement. Et parfois, lorsque vous aviez fini de parler, il laissait passer quelques secondes avant de répondre. Comme s'il accordait au silence l'espace qu'il méritait. Une nuit, environ 3 semaines après notre rencontre, je lui ai demandé pourquoi il travaillait tôt le matin. Il m'a regardé dans le rétroviseur pendant un instant, avant de répondre. Il m'a dit qu'il aimait les gens qui voyageaient la nuit. Que les personnes de la nuit avaient toujours une histoire. Que personne ne sort à 4 heures du matin sans une vraie raison. Je lui ai demandé quelle était, selon lui, ma raison. Il a souri à peine, les yeux rivés sur la route, et m'a dit, une raison qui n'est pas encore prête à être racontée. Je n'ai pas su quoi répondre, mais je savais qu'il avait raison. Ce fut la première vraie conversation que nous ayons eue. Et à partir de là, chaque matin, je lâchais quelque chose de plus. Pas de grandes confessions. Pas de drame. Juste de petits fragments. Le genre qu'on partage, quand on n'a plus peur de ce que l'autre va penser. Je lui ai parlé de Gracila, petit à petit. D'abord, j'ai juste dit que j'avais perdu ma femme. Il a hoché la tête, sans en demander plus. Quelques jours plus tard, je lui ai parlé de l'accident. Un autre jour, je lui ai décrit comment elle était. Son rire, son habitude de laisser tous les tiroirs entr'ouverts. Sa façon de boire le café avec trop de sucre. Et il écoutait. Il écoutait toujours. Un matin, je lui ai avoué que cela me manquait, d'avoir quelqu'un à qui apporter du café. Il n'a rien dit. Il a simplement désigné du regard le gobelet, que j'avais posé dans son porte-gobelet. Et j'ai réalisé que, sans y penser, je le faisais déjà. Ça m'a fait rire, pour la première fois depuis longtemps. Un petit rire bref, presque inconfortable. Car j'avais oublié ce que ça faisait, mais il était authentique. Et Yvan l'a remarqué. Car il a hoché la tête une fois, très lentement. Comme pour me dire que c'était normal. Que j'avais le droit de rire. Que cela ne voulait pas dire que je l'oubliais. Les journées à la maison restaient difficiles. Je m'étais habitué à ne pas y être la nuit, le moment où tout devenait plus pesant. Mais les après-midi, avant de partir travailler, avaient leurs moments compliqués. Parfois, je m'asseyais sur le canapé, là où Gracila s'installait toujours pour regarder la télévision. Les jambes repliées sous elle, et une couverture sur les genoux, même s'il ne faisait pas froid. Et je restais là, sans rien allumer. Juste assis à sa place, comme si cela me rapprochait d'elle. C'est au cours de ces après-midi, que j'ai commencé à remarquer les premières choses. De petits détails au début. Si petits que je ne les ai même pas trouvés étranges sur le coup. La première fois, ce fut avec la lumière de la cuisine. J'aurais juré l'avoir éteinte avant de partir au travail. Mais quand je suis rentré à 8 heures du matin, elle était allumée. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue, de la distraction. Je vivais seul, je pouvais oublier des choses. C'était normal. La deuxième fois, ce fut avec un pot de confiture. Gracila avait une confiture de goyave, qu'elle achetait sur un marché en centre-ville. Celle que je n'achetais jamais, parce que ce n'était pas ma préférée, mais elle l'adorait. À sa mort, un pot presque plein est resté dans le réfrigérateur. Je ne l'ai pas jeté parce que je n'en avais pas le cœur, mais je n'y ai pas touché non plus. Et un jour, je l'ai trouvé à une place différente de mes souvenirs. Sur l'étagère du bas. Et non sur celle du haut, où il se trouvait d'habitude. Je me suis dit que je l'avais déplacé moi-même sans m'en rendre compte. La troisième chose, ce fut le parfum. C'était un après-midi. Je suis entré dans la chambre pour chercher quelque chose, et soudain, je l'ai senti. Cette odeur de vanille, et de quelque chose de floral. Le parfum de Gracila. Si net, si présent, que pendant une seconde je me suis figé dans l'encadrement de la porte. Mon souffle s'est coupé. J'ai regardé partout. Comme si je m'attendais à la voir assise là sur le lit, lisant son livre avec le coin corné. Personne n'y était. Je me suis assis sur le bord du matelas, et je suis resté là un long moment sans bouger. Puis, j'ai décidé que c'était mon esprit qui me jouait des tours.
Que le deuil fait ça. Que le cerveau invente parfois des sensations, pour remplir le vide de ce qui n'est plus là. Je l'avais lu dans un article. C'était un mécanisme de la douleur, rien de plus. Mais l'odeur était bien réelle, elle aussi. Je n'en ai parlé à personne. Que allais-je dire? Que j'avais senti l'odeur de ma femme décédée dans la chambre? On m'aurait envoyé chez un psychologue. Et peut-être en avais-je besoin. Mais à ce moment-là, je n'y étais pas prêt. Je l'ai gardé pour moi. Tout comme j'ai gardé pour moi les autres choses qui ont suivi. Car il y en a eu d'autres. Une semaine plus tard, j'ai remarqué que le mot de passe de notre compte bancaire commun avait été modifié. Je ne l'avais pas fait. J'ai appelé la banque. Ils m'ont répondu que le changement avait été effectué depuis l'application, via un appareil que je ne reconnaissais pas. J'ai pensé à une erreur système ou à un piratage. J'en ai discuté avec la banque. Ils ont bloqué le compte. J'en ai ouvert un nouveau, à mon nom uniquement. Je n'y ai plus pensé. Mais, dans un petit coin de mon esprit, quelque chose a été noté. Ensuite, ce fut la porte de la buanderie. Nous la laissions toujours fermée, car nous y rangions les choses dont nous ne nous servions pas. Un matin, je l'ai trouvée entr'ouverte. De quelques centimètres seulement, mais entr'ouverte. Et puis, il y a eu la notification. Une nuit, en attendant le début de ma garde, j'ai reçu une alerte sur mon téléphone. Elle provenait d'une application de musique qu'utilisait Gracila. Elle indiquait que quelqu'un s'était connecté à son compte depuis un nouvel appareil. J'ai fixé l'écran pendant une bonne minute. Gracila était morte depuis 3 mois. Qui utilisait son compte de musique? Je me suis convaincu qu'il s'agissait d'une erreur technique. Que les applications font parfois ça. Que les serveurs tombent en panne. Qu'un compte peut montrer de l'activité, même si personne ne l'utilise. Je me le suis répété plusieurs fois, en fermant la notification et en glissant mon téléphone dans ma poche. Et ça a marché pour cette nuit-là. Ça a marché. Mais il y a des choses qu'on enterre dans son esprit, et qui ne restent pas tranquilles. Elles bougent. Elles creusent lentement vers la surface, au moment où on s'y attend le moins. Et cette notification est devenue l'une de ces choses-là. Elle surgissait dans mes pensées à des heures insolites. En révisant des dossiers à 2 heures du matin. En attendant un café à la machine de la clinique. En fixant le plafond avant de m'endormir. Gracila était morte depuis 3 mois, et quelqu'un utilisait son compte. J'ai essayé de me connecter à l'application avec ses identifiants, pour vérifier ce qui se passait. Le mot de passe ne fonctionnait plus. Quelqu'un l'avait changé. J'ai demandé une récupération par email, et le système m'a informé que cet email n'existait plus. Comme si quelqu'un avait effacé toute trace, juste après s'être connecté. J'ai refermé mon téléphone, j'ai pris une grande inspiration, et je me suis dit que c'était une coïncidence. Mais je n'y croyais plus tout à fait. Cette semaine-là, pour la première fois depuis la mort de Gracila, j'ai raconté une partie de tout ça à Yvan. Pas tout. Juste l'histoire du compte bancaire, et de la notification musicale. Je l'ai dit avec détachement, comme s'il s'agissait de bizarreries qui m'étaient arrivées, sans leur donner trop de poids. Je m'attendais à ce qu'ils me disent que c'était normal. Que ces choses-là arrivent. Que les systèmes tombent en panne. Au lieu de ça, Yvan est resté silencieux un instant. Il a conduit sans dire un mot pendant quelques secondes. Puis, il m'a demandé, sans quitter la route des yeux, si j'avais remarqué autre chose d'inhabituel dans la maison. La question m'a pris au dépourvu. J'ai répondu que oui. Je lui ai parlé de la lumière de la cuisine, du pot de confiture, du parfum, de la porte entr'ouverte. En parlant, j'ai réalisé que c'était la première fois que je mettais bout à bout toutes ces choses à voix haute. Les unes après les autres. Et que, entendues consécutivement, elles ne semblaient plus si insignifiantes. Elles ne sonnaient plus comme des erreurs isolées. Elles sonnaient comme un schéma. Yvan a tout écouté, sans m'interrompre. Quand j'ai eu terminé, il a hoché la tête une fois. Puis, il m'a dit, « Avez-vous vérifié s'il y avait quelque chose de différent à l'extérieur de la maison? Une voiture garée que vous ne reconnaissez pas? Quelqu'un que vous avez vu plus d'une fois dans la rue? » Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Je lui ai demandé pourquoi il me posait ces questions. Il m'a répondu que c'était juste de la curiosité. Que c'est le genre de choses qu'on remarque quand on traverse les mêmes quartiers au petit matin.
que les gens qui travaillent la nuit apprennent à lire les rues d'une manière différente. Je l'ai cru. Ou du moins, j'ai voulu le croire. Mais cette nuit-là, avant de rentrer chez moi, je suis resté quelques secondes sur le trottoir, à observer la rue. Je n'ai rien vu d'anormal. Tout était sombre et calme, comme toujours. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte. J'ai mis le verrou de sécurité que je n'utilisais jamais. Et je suis allé dormir. Le lendemain, sans l'avoir prévu, je me suis dirigé vers le tiroir où Gracila gardait ses affaires personnelles. Ses documents, ses papiers d'assurance maladie, quelques photos. Des choses de ce genre. Je n'avais pas ouvert ce tiroir depuis sa mort, car je n'en avais pas eu le courage. Mais ce jour-là, je l'ai ouvert. Et c'est là que j'ai trouvé quelque chose que je ne comprenais pas. Dans ce tiroir, il y avait une enveloppe sans nom, sans expéditeur, sans timbre. Fermée avec du ruban adhésif. Et à l'intérieur, quand je l'ai ouverte, il y avait une feuille avec des chiffres. Rien que des chiffres. Une longue série que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas un numéro de téléphone. Ce n'était pas un mot de passe que je connaissais. Ce n'était rien qui ait du sens pour moi à ce moment-là. Je l'ai remise dans le tiroir. Peut-être que c'était quelque chose en rapport avec le travail de Gracila. Quelque chose que je n'avais pas besoin de comprendre. Elle travaillait dans l'administration d'une entreprise de logistique. Elle manipulait des chiffres, des contrats, des comptes. Il était normal qu'elle ait des papiers avec des montants. Je m'en suis convaincu, et je suis passé à autre chose. Mais j'ai gardé une photo de cette feuille sur mon téléphone, sans trop savoir pourquoi. Les nuits suivantes avec Yvan sont redevenues normales. Ou plutôt, ce qu'était notre normalité, café, silence, conversations occasionnelles, le bruit de la ville endormie dehors. Parfois, il me racontait des choses sur ces nuits, des passagers étranges, des rues désertes, des commerces qui ne ferment jamais. J'écoutais et je me laissais porter par ces histoires. Car elles étaient simples et concrètes. Et elles n'avaient rien à voir avec ma vie. Une nuit, il m'a demandé comment j'avais rencontré Gracila. Personne ne m'avait posé la question depuis sa mort. Les gens me demandaient comment j'allais, ce que je ressentais, si j'avais besoin de quelque chose. Personne ne m'avait interrogé sur elle en tant que personne, en tant que femme. Sur l'histoire qu'elle était, avant de devenir une absence. Je lui ai raconté que nous nous étions rencontrés à un mariage. Qu'elle était une amie de la mariée, et moi un ami du marié. Que nous avions dansé une fois par politesse. Et qu'à la fin de la soirée, je n'avais plus envie de m'arrêter. Que j'avais mis 2 semaines à l'appeler, parce que j'avais peur qu'elle me dise non. Et que, lorsque je l'ai finalement appelée, elle m'a dit qu'elle pensait déjà que je n'allais jamais le faire. Yvan a souri. Un petit sourire serein. Un de ceux qui n'ont pas besoin de dents pour être authentiques. Il m'a dit, ce sont les meilleures histoires. Celles qui commencent avec quelqu'un qui met trop de temps à appeler. Nous sommes restés silencieux un moment. Un bon silence. Et là, j'ai réalisé que je parlais de Gracila au passé, mais sans que cela fasse aussi mal qu'avant. Comme si raconter son histoire à voix haute, la raconter entièrement, avec son rire, ses tiroirs ouverts, et sa confiture de goyave, lui redonnait un peu de ce que le deuil lui avait volé. Sa vraie dimension, son humanité. Et pas seulement son absence. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et je suis allé directement dans la chambre. J'ai ouvert à nouveau le tiroir de ses affaires. J'ai sorti l'enveloppe avec les chiffres. Je l'ai regardé longuement sans rien comprendre. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu la première fois. Dans le coin inférieur droit de la feuille, très petit, presque imperceptible, il y avait 2 lettres manuscrites. Juste 2. Les premières lettres du nom de Gracila, et de quelqu'un d'autre. 2 initiales ensemble, séparées par un trait d'union, les siennes, et celles de quelqu'un que je ne connaissais pas. Ou du moins, c'est ce que je croyais. J'ai remis le papier, j'ai refermé le tiroir. Je suis allé dans la cuisine pour chercher de l'eau, et je suis resté devant l'évier, regardant l'obscurité par la fenêtre. Mon esprit s'est mis à faire ce que font les esprits, quand on leur donne un fil à tirer. Il a commencé à tirer sur le compte bancaire, le changement de mot de passe, l'application de musique active, le parfum, la porte entr'ouverte, la lumière allumée, l'enveloppe avec des chiffres et 2 initiales. Des pièces qui ne s'emboîtaient pas encore. Mais qui ne semblaient pas non plus séparées. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi.
Je me suis réveillé plusieurs fois. L'une de ces fois, vers 3 heures du matin, j'ai cru entendre un bruit dehors. Un bruit sourd, comme des pas sur le trottoir. Je me suis levé, je me suis approché de la fenêtre, j'ai écarté le rideau d'1 millimètre. La rue était vide. Mais à l'angle, à environ 20 mètres, il y avait une voiture sombre garée, feux éteints. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Une de ces voitures banales, qui n'attirent pas l'attention, précisément parce qu'elles ne l'attirent pas. Il n'y avait personne à l'intérieur. Ou du moins, je ne pouvais voir personne de là où j'étais. Je suis resté à l'observer un moment. Puis, j'ai lâché le rideau, et je suis retourné me coucher. Le lendemain matin, quand je suis sorti, la voiture n'était plus là. Et je me suis dit une fois de plus que j'exagérais. Que le chagrin me mettait les nerfs à vif. Que vivre seul la nuit fait voir des choses qui n'existent pas. Mais cet après-midi-là, avant de partir au travail, j'ai vérifié quelque chose que je n'avais pas regardé depuis des mois, la police d'assurance vie de Gracilla. Elle l'avait souscrite 2 ans avant sa mort. C'était une police importante. Plus importante que dans mon souvenir. Le montant était de 250 000 €. Je n'avais jamais réclamé cet argent. J'étais tellement anéanti après les funérailles, que je n'y avais même pas pensé. Et personne ne me l'avait rappelé non plus. Ce qui, à bien y réfléchir, était également étrange. J'ai cherché le numéro de la compagnie d'assurance, j'ai appelé, et ils m'ont dit que le dossier était en cours de traitement. Qu'une observation était en attente de résolution. Que quelqu'un les avait déjà contactés auparavant, pour vérifier des informations. J'ai demandé qui avait appelé. Ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas me donner cette information. J'ai lentement raccroché le téléphone. Et je me suis assis sur le canapé de Gracilla, avec la police entre les mains. Sentant que le sol que je croyais connaître se dérobait sous mes pieds. Ce soir-là, quand Yvan est venu me chercher, je suis monté dans la voiture et je n'ai rien dit. J'ai posé le café dans le porte-gobelet, comme d'habitude. J'ai regardé par la fenêtre. Il n'a rien dit non plus au début. Mais à mi-chemin, sans que je n'ai prononcé un mot, il m'a demandé si j'avais dormi. J'ai répondu que non. Il m'a demandé si quelque chose s'était passé, et je ne savais pas par où commencer. Alors, je lui ai juste dit que je pensais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Que je ne savais pas ce que c'était, mais que je le sentais. Yvan a hoché la tête lentement. Il a fixé le rétroviseur un instant, comme s'il vérifiait quelque chose derrière nous. Puis il a ramené son regard sur la route, et a murmuré, presque pour lui-même, « Je le sens aussi ». Je ne lui ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Mais cette phrase est restée gravée en moi pendant des jours. Résonnant, s'amplifiant, jusqu'au matin où tout a basculé. 4 jours se sont écoulés après cette conversation dans la voiture. 4 jours pendant lesquels j'ai essayé de me comporter normalement. De faire mon travail, de dormir mes heures, et de ne pas trop penser à tout ce qui s'accumulait dans ma tête. Mais la normalité ne m'allait plus de la même façon qu'avant. C'était comme essayer d'enfiler des vêtements soudain devenus trop petits. Tout coincé au mauvais endroit. J'ai revérifié la police d'assurance, cette fois avec plus de calme et d'attention, et j'ai trouvé quelque chose qui m'avait échappé la première fois. Dans la section des bénéficiaires, le nom qui apparaissait était le mien, comme toujours. Sébastien. Mais il y avait une note en marge. Une modification enregistrée seulement 5 semaines avant l'accident. Une modification que je ne me souvenais pas d'avoir signée. Qui transférait un faible pourcentage de la police à un second bénéficiaire. Le nom de ce second bénéficiaire était Alonso Ferrero. Je ne connaissais aucun Alonso Ferrero. Ou du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. J'ai cherché ce nom en ligne. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Un profil médical sur l'annuaire d'un hôpital. Spécialité, médecine légale, et certification des décès. Il travaillait, ou avait travaillé, dans une clinique privée du sud de la ville. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Un médecin légiste, bénéficiaire partiel de la police d'assurance vie de ma femme. Avec une modification signée quelques semaines avant l'accident. J'ai refermé l'ordinateur, je me suis levé. J'ai fait les 100 pas dans le salon pendant plusieurs minutes. Sans savoir que faire de cette information. Mon esprit voulait construire une histoire avec ces pièces. Mais à chaque fois que je commençais à l'assembler, quelque chose en moi l'arrêtait. Car l'histoire qui prenait forme était trop grosse, trop sombre, trop impossible.
Gracila n'était pas cette personne. Gracila était la femme qui laissait les tiroirs ouverts. Et qui buvait son café avec trop de sucre. Et qui avait mis 2 semaines à me rappeler, parce qu'elle croyait que je n'allais jamais le faire. Gracila était réelle. Elle était à moi. C'était la personne avec qui j'avais dormi pendant 18 ans. Personne ne peut vivre 18 ans aux côtés de quelqu'un, sans le connaître. Je me suis répété ça. Mais ensuite, je me suis souvenu de l'enveloppe avec les chiffres. Des 2 initiales. Du S et du A, avec un trait d'union entre les deux. Le S pour Sébastien, ou pour quelqu'un d'autre. Et le A pour Alonso. Je suis allé vers le tiroir. J'ai sorti l'enveloppe. J'ai regardé les chiffres à nouveau. Et cette fois, avec le nom d'Alonso Ferrero frais dans mon esprit, les chiffres ont commencé à prendre une autre forme. Ils n'étaient pas aléatoires. Ils avaient une structure, des blocs séparés par des espaces. Comme un compte bancaire. Comme un numéro de virement. Comme un code d'accès à quelque chose. J'ai pris une nouvelle photo, plus nette, et je l'ai sauvegardée dans un dossier séparé sur mon téléphone. Cette nuit-là au travail, je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai fait 2 erreurs mineures dans les dossiers, des choses qui ne m'arrivent normalement jamais. Ma collègue de garde m'a demandé si j'allais bien. J'ai répondu que oui. Que j'étais fatigué. Elle ne m'a pas entièrement cru, mais elle n'a pas insisté non plus. À 7 heures du matin, quand je suis sorti, le froid dans la rue m'a paru plus vif que d'habitude. Ou peut-être que c'était moi. J'ai commandé une voiture via l'application, et en moins de 3 minutes, le nom d'Yvan est apparu sur l'écran. Comme d'habitude, je suis monté. J'ai posé le café, j'ai fermé la porte. Cette fois, c'est moi qui ai parlé en premier, avant même qu'il ne démarre. Je lui ai dit que j'avais trouvé quelque chose. Que je ne savais pas quoi en faire. Que j'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Et que, pour une raison que je ne saurais expliquer, c'est à lui que j'avais envie d'en parler. Yvan a coupé le moteur. Il s'est tourné à moitié vers moi. Il m'a regardé d'une manière différente d'avant. Ni avec pitié, ni avec inquiétude. Mais avec cette attention totale et immobile, qu'ont les gens qui savent vraiment écouter. Je lui ai tout raconté. Le nom sur la police. Le médecin légiste. Les initiales sur l'enveloppe. Les chiffres qui pourraient être un compte. Les modifications signées des semaines avant l'accident. Tout. Quand j'ai eu terminé, Yvan n'a pas réagi immédiatement. Il est resté silencieux un moment, regardant le tableau de bord de la voiture. Puis, il m'a demandé si j'avais une photo du médecin. Je lui ai montré le profil de l'annuaire de l'hôpital, que j'avais trouvé en ligne. Une petite photo professionnelle d'un homme d'environ 45 ans. Cheveux bruns, expression neutre. Yvan l'a regardé, a zoomé avec ses doigts, l'a étudié pendant plusieurs secondes. Et puis, il a prononcé des mots qui ont arrêté mon cœur. Il a dit, je l'ai vu. Je lui ai demandé où. Il m'a répondu, que plusieurs nuits auparavant, alors qu'il m'attendait garé devant la clinique avant ma sortie, il avait vu une voiture s'arrêter à une demi-rue de là. Un homme en était sorti, avait marché lentement sur le trottoir, regardant les numéros des maisons, puis était retourné à la voiture. Yvan avait remarqué la plaque d'immatriculation. Il ne l'avait pas notée, parce que sur le moment il n'y avait pas accordé beaucoup d'importance, mais il se souvenait du visage. Et ce visage était le même. Alonso Ferrero avait été dans ma rue. L'air dans la voiture a changé de température à ce moment-là. Ou du moins, c'est ce que j'ai ressenti. Une nouvelle pression glaciale qui ne venait pas de l'extérieur. Je lui ai demandé quand c'était arrivé. Il m'a répondu qu'il y avait environ 10 jours. 10 jours. Juste après que j'ai appelé la compagnie d'assurance. Je suis resté silencieux. Yvan aussi. Dehors, la ville commençait à s'éveiller. Les premiers camions passaient. Quelqu'un a ouvert un rideau métallique au loin. Ces bruits matinaux normaux, qui semblaient soudainement irréels. Yvan a démarré la voiture lentement. Il a dit qu'il allait me ramener chez moi, mais qu'il ne voulait pas que je descende tout de suite. Qu'il voulait me dire quelque chose d'abord. Il m'a avoué qu'il remarquait des choses depuis plusieurs nuits. Qu'il ne m'avait rien dit, parce qu'il ne voulait pas m'alarmer sans avoir quelque chose de concret. Mais que, 2 nuits auparavant, en passant dans ma rue avant de venir me chercher, il avait vu une lumière dans une fenêtre de ma maison.
ni la cuisine, ni le salon. Mais la buanderie, celle qui était toujours fermée. À 4h30 du matin. Alors que j'étais au travail. J'ai senti quelque chose lâcher en moi. Une poutre. Comme si une structure que j'avais construite avec beaucoup d'efforts, pour rester debout, se brisait à la base. Je lui ai dit que c'était peut-être une erreur. Que peut-être, il s'était trompé de fenêtre. Il m'a répondu que non. Qu'il avait arrêté la voiture, qu'il avait regardé attentivement. Que la lumière était restée allumée pendant plusieurs minutes, et s'était soudainement éteinte. Et qu'au moment où elle s'était éteinte, il avait vu une silhouette se déplacer derrière la vitre. Une silhouette dans ma maison. À 4h30 du matin. J'étais sans voix. J'étais sans pensée. Pendant un moment, il n'y a eu que cette information, flottant dans l'air de la voiture. Nulle part où atterrir. Yvan a continué à conduire en silence. Il a pris un itinéraire différent de d'habitude, plus long. Comme s'il avait besoin de temps pour ce qu'il allait dire ensuite. Il a tourné dans une petite rue, puis dans une autre. Et s'est arrêté devant un petit parc, complètement vide à cette heure-là. Il a coupé le moteur. Il s'est tourné complètement vers moi. Cette fois, il m'a dit que la nuit précédente, en venant me chercher à la clinique, il était arrivé quelques minutes en avance. Et que, pendant qu'il attendait, moteur coupé et feu de croisement allumé, il avait vu quelque chose qui l'avait figé sur place. Il avait vu une femme sortir de la porte latérale de ma maison. Pas la porte principale, la porte latérale. Celle qui donne sur la ruelle entre ma maison et les voisins. Celle que je n'utilise presque jamais. La femme portait un sac. Elle a marché rapidement. Elle est montée dans une voiture, qui était garée à une demi-rue de là. Voiture qu'Yvan n'avait pas vue auparavant, car elle était éteinte, et sans plaque d'immatriculation visible sous cet angle. Je lui ai demandé à quoi ressemblait la femme. Ce qu'elle portait, quel âge elle pouvait avoir. Il m'a répondu qu'il n'avait pas pu bien voir son visage, parce que ses cheveux étaient détachés, et qu'elle marchait de dos par rapport à lui. Mais qu'elle était mince, de taille moyenne, environ 40 ans. Et que, lorsqu'elle était passée sous le seul lampadaire qui éclairait la ruelle, pendant une seconde, juste une seconde de son profil. Il a fait une pause. Puis, il a regardé vers le tableau de bord de la voiture. Vers une petite photo que j'y avais posée des mois auparavant. Une photo que j'avais tirée d'un cadre de la maison. Parce que je ne supportais pas l'idée de n'avoir aucune image d'elle chez moi, mais que je ne supportais pas non plus de les avoir toutes en vue. Une photo de Gracilla, souriante sur la plage. Les cheveux mouillés, et les yeux plissés par le soleil. Yvan a montré la photo du doigt. Et il m'a dit, avec le même calme avec lequel il me parlait toujours, mais avec un poids différent sous les mots, la femme qui est sortie de chez toi, Sébastien. Elle lui ressemblait beaucoup. Le monde s'est arrêté. Sans drame. Sans musique, ni tremblement de terre. Il s'est arrêté de cette manière silencieuse et brutale, propre à la vérité lorsqu'elle arrive avant que vous ne soyez prêt à la recevoir. J'ai regardé la photo de Gracilla. J'ai regardé Yvan. J'ai regardé la photo à nouveau. Et pour la première fois depuis que j'avais signé les papiers de l'hôpital, depuis que j'avais choisi le cercueil, et déposé les fleurs sur la terre. Quelque chose en moi, a cessé d'être certain de ce que je croyais savoir. Je n'ai rien dit pendant un temps que je n'ai pas pu mesurer. Cela aurait pu être 30 secondes, ou 5 minutes. Le parc à l'extérieur était toujours vide. Le moteur de la voiture était toujours éteint. Et je fixais toujours cette photo sur le tableau de bord, comme si je la voyais pour la première fois. La photo de Gracilla sur la plage. Cheveux mouillés, yeux plissés, le sourire que j'avais aimé pendant 18 ans. Yvan ne m'a pas pressé. Il n'a rien ajouté de plus. Il a juste attendu, avec cette patience à lui qui ne semblait jamais froide. Bien au contraire. Comme la patience de quelqu'un qui comprend, qu'il y a des moments qui ont besoin de leur propre temps pour s'installer. Quand j'ai finalement pris la parole, la première chose que j'ai dite était stupide. J'ai dit que c'était impossible. Qu'il s'était trompé. Qu'il y avait peu de lumière dans la ruelle. Qu'à cette heure-là, tout le monde ressemble à quelqu'un. Que le cerveau cherche des visages familiers chez des inconnus. Surtout quand on porte un deuil. Yvan a écouté tout cela, sans m'interrompre. Et quand j'ai fini, il a juste dit, tu as raison. Je me suis peut-être trompé.
Mais il l'a dit d'une manière qui n'était pas une approbation. C'était un espace. Comme s'il me donnait la permission de ne pas le croire tout de suite. Comme s'il savait que j'avais besoin de cette permission, avant de pouvoir faire le pas suivant. Il a démarré la voiture, et m'a ramené chez moi en silence. En arrivant dans ma rue, il s'est garé lentement, et m'a dit que, si à un moment donné je remarquais quoi que ce soit. Absolument quoi que ce soit. Je devais l'appeler. Il m'a donné son numéro personnel. Pas celui de l'application. Un numéro direct. Je suis sorti de la voiture, je suis entré dans la maison, j'ai verrouillé la porte. Et je suis resté dans le couloir sombre, sans allumer aucune lumière, pendant plusieurs minutes. La maison semblait différente ce matin-là. Je ne sais pas si c'était moi, ou si c'était quelque chose de réel. Mais il y avait une sorte de tension dans l'air. Quelque chose qui n'était pas exactement une présence. Mais qui n'était pas non plus une absence. C'était autre chose. Quelque chose entre les deux, qui n'avait pas de nom. Et qui me donnait la chair de poule, d'une manière que le deuil n'avait jamais réussi à faire. Je suis allé vers la buanderie. J'ai ouvert la porte lentement. Tout semblait pareil. Les boîtes empilées. Les vieux meubles qu'on ne jetait jamais. Le vélo d'appartement que personne n'utilisait. L'odeur poussiéreuse du temps figé. Mais sur le sol, à côté d'une des boîtes, il y avait quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Une cigarette. Pourtant, Gracila ne fumait pas. Moi non plus. Il n'y avait jamais eu de cigarette dans cette maison. Je l'ai ramassée avec une serviette en papier, que j'ai trouvée dans ma poche. Je l'ai mise dans un petit sachet. Je l'ai gardée. Ensuite, j'ai vérifié la fenêtre. Elle était fermée. Mais quand je l'ai examinée plus attentivement, j'ai vu que le loquet de la serrure était un peu forcé. Rien de dramatique. Juste le genre de marque que laisse quelqu'un, qui a appris à ouvrir les fenêtres sans les casser. Je me suis assis sur le sol de la buanderie. Entre les boîtes et le vélo d'appartement. Et pour la première fois, je me suis autorisé à penser l'impensable. Et si Gracila n'était pas morte? La question n'est pas venue de façon dramatique. Elle est venue lentement. Presque doucement. Comme quelque chose qui voulait entrer depuis des semaines. Et que j'avais repoussé avec la logique, la douleur, et le besoin désespéré que le monde ait un sens. Mais qui était là, bien réel? Et si l'accident avait été planifié? Et si le corps, que je n'avais pas pu voir à l'hôpital parce qu'on m'avait dit qu'il était trop abîmé, parce qu'on m'avait dit qu'il valait mieux se souvenir d'elle autrement, n'était pas le sien? Et si Alonso Ferrero, le médecin légiste, second bénéficiaire de sa police, avait signé un faux certificat de décès? Et si les 250 000 € en étaient la raison? Je me suis levé. Je suis allé dans la salle de bain. Je me suis lavé le visage à l'eau froide. Je me suis regardé dans le miroir. L'homme qui m'y fixait semblait plus vieux que celui dont je me souvenais. Plus fatigué. Mais aussi, pour la première fois depuis des mois, plus éveillé. Cet après-midi-là, je n'ai pas dormi. Au lieu de cela, je me suis assis devant l'ordinateur. Et j'ai commencé à chercher tout ce que je pouvais, sur Alonso Ferrero. Cette fois avec plus de patience, et plus de détails. Je n'ai pas trouvé grand-chose en ligne, ce qui était déjà un signe en soi. Les gens qui travaillent dans des zones grises, ont généralement une présence numérique minimale et gérée avec soin. Un profil médical basique, une inscription à l'ordre des médecins, rien de plus. Mais j'ai trouvé une chose. Juste une chose, qui le reliait à Gracila d'une manière que je ne pouvais plus attribuer à une coïncidence. 3 ans avant la mort de Gracila, tous deux avaient travaillé pour la même entreprise. Pas dans le même département. Mais dans la même entreprise. Gracila dans l'administration, Alonso en tant que médecin d'entreprise. Leurs noms apparaissaient ensemble sur une liste de participants, à une formation interne. Que quelqu'un avait publié sur un réseau social d'entreprise. Et qui, pour une raison quelconque, était toujours visible. Ils se connaissaient. Ils se connaissaient depuis des années. Et je n'avais jamais entendu ce nom de ma vie. 18 ans de mariage. Des dîners, des vacances, des conversations nocturnes. Des disputes et des réconciliations. Et tout ce qui construit deux personnes, lorsqu'elles décident de vivre ensemble. Et pendant tout ce temps, Gracila n'avait jamais mentionné Alonso Ferrero.
Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Qu'il y avait une partie de la vie de Gracilla que je n'avais jamais connue. Une partie qu'elle avait gardée séparée, cachée, à l'écart de tout ce que nous partagions. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis devant cet écran. Assez longtemps pour que l'après-midi se transforme en nuit. Et que la nuit me rappelle que je devais aller travailler. Je me suis changé. J'ai préparé du café pour nous deux. Pour Yvan et pour moi. Comme chaque nuit. Mais cette nuit-là, le rituel m'a semblé différent. Ce n'était plus seulement un geste de camaraderie. C'était presque une conversation, avant la conversation. Quand je suis monté dans la voiture, et qu'Yvan a vu mon visage, il n'a eu besoin de me demander quoi que ce soit. Il a juste démarré le moteur, et a attendu. Je lui ai parlé de la cigarette, de la fenêtre forcée, de ce que j'avais découvert sur Alonso et Gracilla, dans la même entreprise. Je lui ai montré la liste sur mon téléphone. Yvan l'a regardé en attendant à un feu rouge. Puis il m'a rendu le téléphone, et m'a dit, « À quand remonte la dernière fois que tu as vérifié les caméras ?» Je l'ai regardé sans comprendre. Il m'a demandé si j'avais une caméra de sécurité chez moi. J'ai répondu que non. Que nous n'avions jamais pensé en avoir besoin. Que c'était un quartier calme. Il a hoché la tête lentement. Puis, il m'a dit que nous devions en installer une. Que si quelqu'un entrait dans la maison quand je n'y étais pas, une caméra était la première chose à faire. Que sans image, il n'y avait rien de concret, que des soupçons. Il avait raison. Je le savais. Le lendemain, avant de dormir, j'ai acheté une petite caméra dans un magasin d'électronique. Une de ces caméras sans fil, de la taille d'un briquet, qui se connecte au téléphone. Je l'ai installée dans la buanderie, cachée entre deux boîtes, en la pointant vers la fenêtre et la porte. Je l'ai testée. Elle fonctionnait. L'image était claire même la nuit. Ensuite, j'en ai installé une deuxième dans le salon, en la pointant vers la porte principale. Et une troisième, plus petite, dans le couloir. 3 caméras installées dans ma propre maison. Pour savoir si quelqu'un entrait pendant que je travaillais. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans cet acte. Non pas à cause de la peur que cela impliquait. Mais à cause de ce que cela révélait sur l'état de ma vie. 3 mois plus tôt, j'étais un homme qui pleurait sa femme décédée. À présent, j'étais un homme qui installait des caméras cachées. Parce qu'il soupçonnait cette même femme, d'entrer dans la maison en son absence. La première nuit, il ne s'est rien passé. J'ai vérifié les enregistrements en rentrant du travail, et il n'y avait rien. Des ombres, le mouvement du chat du voisin qui s'infiltrait parfois dans le jardin. Rien d'autre. La deuxième nuit, rien non plus. Mais la troisième nuit, à 3h42 du matin, la caméra de la buanderie s'est activée. Quelqu'un était en train d'ouvrir la fenêtre. Je l'ai vu sur mon téléphone en temps réel, depuis la clinique. Mon cœur battait si fort, que je suis surpris que personne ne l'ait entendu. La fenêtre s'est ouverte lentement, avec précaution. Avec la pratique de quelqu'un qui l'avait déjà fait auparavant. Une silhouette est entrée. La caméra avait une faible résolution dans l'obscurité, mais c'était une silhouette humaine. Mince, de taille moyenne. La silhouette s'est déplacée dans la buanderie avec une petite lampe torche. Elle a ouvert une boîte, a vérifié quelque chose à l'intérieur, a refermé la boîte. Elle est restée immobile un instant, puis s'est retournée. Et pendant une seconde, juste une seconde, la lampe torche a illuminé son profil. J'ai dû poser le téléphone sur le bureau. Mes mains tremblaient trop pour le tenir. J'ai pris une grande inspiration, j'ai expiré, et j'ai regardé à nouveau. Je ne pouvais pas en être certain. L'image était petite et floue, et je voulais tellement me tromper, que mon propre désir aurait pu déformer ce que je voyais. Mais le profil. La forme du nez, la façon dont elle tenait sa tête, l'inclinaison de ses épaules. J'ai envoyé un texto à Yvan avec des doigts qui m'obéissaient à peine. Un court message, juste 3 mots. Quelqu'un est à l'intérieur. Sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. Ne fais rien. J'arrive. Je suis resté à la clinique, incapable de bouger. Fixant l'écran de mon téléphone. Regardant la silhouette se déplacer dans ma maison avec sa petite lampe torche. Touchant des choses, cherchant quelque chose. Se déplaçant dans les espaces que je connaissais par cœur. Avec une familiarité que seule une personne, qui les connaissait aussi par cœur, pouvait avoir.
À 4h08, la silhouette est sortie par là où elle était entrée. La fenêtre s'est refermée. Et je me suis assis sur la chaise de la clinique, mon téléphone à la main, regardant l'écran désormais immobile et sombre. En pensant que ma vie entière venait de se diviser en deux. La partie avant cette nuit-là, et la partie après. Quand Yvan est arrivé pour me chercher à 7h du matin, il n'a rien dit au début. Il s'est contenté de démarrer la voiture, de conduire. Mais à mi-chemin, au lieu de tourner dans ma rue, il a continué tout droit. Je n'ai rien dit. Lui non plus. Jusqu'à ce qu'après plusieurs minutes de silence, il ait complètement dépassé ma rue. Il a continué à conduire, les yeux fixés devant lui. Avec ce calme à lui, qui, ce matin-là, semblait différent. Plus dense. Chargé de quelque chose qui s'apprêtait à tout changer. Et c'est alors qu'il a parlé. Ne descends pas ici, Sébastien. Ta femme t'observe, et demain je vais te montrer pourquoi. Ces mots ont flotté dans l'air de la voiture, comme s'ils avaient un poids physique. Ta femme t'observe. Ne descends pas ici. Demain, je vais te montrer pourquoi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bondi de mon siège. Je n'ai fait aucune des choses qu'on s'imagine faire lorsqu'on reçoit une telle nouvelle. Je suis resté immobile, complètement immobile. Avec le café à la main, et mes yeux fixés sur la rue qui défilait à l'extérieur. Et mon esprit qui produisait ce bruit blanc. Ce bruit qu'il fait quand il reçoit trop d'informations d'un coup, et ne sait pas par où commencer pour les traiter. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Yvan a roulé sur un pâté de maison supplémentaire, en silence, avant de répondre. Puis il m'a dit, que la nuit précédente, pendant que j'étais à la clinique en train de regarder les enregistrements des caméras, il avait fait quelque chose de son côté. Quelque chose qu'il avait décidé de faire, depuis la nuit où il m'avait parlé de la femme sortie de la ruelle. Quelque chose qu'il ne m'avait pas dit, parce qu'il voulait être sûr avant de parler. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait. Il m'a raconté, qu'il était retourné seul dans ma rue. Le moteur éteint, garé à distance. Il avait attendu, et à 2h du matin, il avait vu une voiture sombre arriver, et se garer devant ma maison, feux éteints. Un homme est sorti du côté conducteur, a fait le tour de la voiture, a ouvert la porte du passager, et une femme est descendue. Yvan avait sorti son téléphone, et pris des photos de loin. Des photos floues, de nuit, avec le zoom au maximum, mais des photos. Il m'a tendu le téléphone. Mes mains l'ont reçu, avant que mon esprit n'en donne l'ordre. J'ai regardé la première photo. 2 silhouettes devant ma maison. Sombre, mal définies. Cela pouvait être n'importe qui. Je suis passé à la deuxième, plus proche. L'homme était reconnaissable. Ou du moins, sa carrure et ses cheveux noirs correspondaient à la photo de l'annuaire médical que j'avais vu. Alonso Ferrero, ou quelqu'un de très similaire. Je suis passé à la troisième photo, et elle était là. La femme avait levé le visage à ce moment-là. Peut-être qu'elle regardait vers une fenêtre. Peut-être qu'elle vérifiait qu'il n'y avait personne dans la rue. Et Yvan avait capturé cet instant. Un instant d'une demi-seconde. Flou, sombre, pris de loin avec un téléphone sans objectif professionnel. Mais c'était suffisant. C'était le profil que j'avais aimé pendant 18 ans. La forme de son nez. La ligne de sa mâchoire. Sa façon de tenir ses épaules légèrement relevées, qu'elle avait quand elle était alerte ou nerveuse. Gracila. Je n'ai pas prononcé son nom à voix haute. Je ne pouvais pas. Le nom est resté coincé, quelque part entre ma poitrine et ma gorge, et ne trouvait pas le moyen de sortir. Yvan m'a laissé le temps. Il a continué à conduire lentement, dans des rues que je ne reconnaissais pas. S'éloignant de mon quartier. Me laissant l'espace de respirer, sans avoir la maison sous les yeux pour me rappeler, que tout venait de s'effondrer. Après un moment, je lui ai demandé s'il était sûr. Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas en être sûr à 100% avec ses photos. Qu'elles étaient floues. Qu'une photo n'est pas une preuve. Mais qu'il y avait autre chose. Il a ouvert la boîte à gants de la voiture d'une main, tout en conduisant, et en a sorti un papier plié. Il me l'a donné. C'était une capture d'écran. Une capture d'une recherche qu'il avait faite. Un registre des mouvements de véhicules, du type que n'importe qui peut consulter en ligne s'il sait où chercher. Et qui montrait qu'un véhicule avec certaines plaques d'immatriculation,
avait circulé dans ma rue à plusieurs reprises, au cours des 6 dernières semaines. Toujours au petit matin. Toujours entre 1h et 4h du matin. Les plaques d'immatriculation n'étaient pas au nom d'une personne de ma connaissance. Mais le modèle et la couleur de la voiture correspondaient exactement à celle que j'avais vue cette nuit-là devant ma maison. Je lui ai demandé comment il avait obtenu ça. Il m'a répondu que quand on conduit la nuit pendant des années, on apprend des choses. Que les gens qui vivent au petit matin partagent des informations d'une manière que les gens qui vivent le jour ne peuvent imaginer. Qu'il avait parlé à une connaissance. Et de ne pas lui en demander plus. Je ne lui ai pas posé d'autres questions. Il a garé la voiture dans une rue calme du centre-ville. Devant une boulangerie qui venait d'ouvrir. L'odeur de pain frais filtrait par les fentes des vitres. Et ce contraste avec quelque chose de complètement surréaliste. L'odeur la plus banale et réconfortante du monde, alors que ma vie partait en miettes sur la banquette arrière d'une voiture de location. Il m'a dit qu'il devait m'avouer autre chose. Qu'il y avait une partie qu'il ne m'avait pas encore racontée. Parce qu'il voulait me la révéler au bon moment. Et qu'il n'était pas sûr que ce moment soit encore arrivé. Mais compte tenu des circonstances, il ne pouvait plus attendre. Il m'a confié que la nuit où il avait vu la femme sortir de la ruelle, il ne l'avait pas perdue de vue. Il l'avait immédiatement suivie sur quelques mètres avec sa voiture. Feu éteint, lentement. Il l'avait vue monter dans la voiture sombre. Et il avait vu autre chose avant que la voiture ne démarre. À travers la vitre arrière de la voiture, pendant un instant, il avait vu la femme se retourner. Comme si elle sentait que quelqu'un l'observait. Et à ce moment-là, sous la lumière d'un réverbère, Yvan avait vu son visage en entier. Il a fait une pause. Je lui ai dit de continuer. Il m'a expliqué qu'à cet instant, il avait regardé le tableau de bord de sa propre voiture. La photo de Gracilla, que j'y avais placée des mois auparavant. Il l'avait regardée. Avait regardé à nouveau la voiture qui s'éloignait. Et avait compris. Non pas avec joie. Non pas avec soulagement. Avec cette certitude lourde et glaciale, qu'a la vérité lorsqu'elle n'est pas celle qu'on espérait trouver. Il m'a dit que depuis cette nuit-là, il portait ça tout seul. Qu'il avait hésité à me le dire, parce qu'il savait ce que cela signifiait. Qu'il avait envisagé la possibilité de se tromper, et qu'il avait cherché un moyen de le confirmer, avant de rouvrir une blessure qui n'aurait aucun moyen de se refermer s'il s'avérait qu'il avait tort. C'est pourquoi il y était retourné. C'est pourquoi il avait attendu dans la rue. C'est pourquoi il avait pris les photos. Je lui ai demandé pourquoi il me le disait maintenant. Pourquoi il n'avait pas attendu d'avoir plus de preuves. Il m'a répondu que la nuit précédente, pendant que je regardais les enregistrements des caméras de la clinique et que je lui écrivais que quelqu'un était à l'intérieur. Il avait lui aussi vu quelque chose. Quelque chose qui changeait le niveau d'urgence. Quand il s'est rendu dans ma rue pour vérifier, il a vu la voiture sombre garée. Mais cette fois-ci, il y avait une deuxième voiture. Une autre, garée plus loin, presque à l'angle. Avec 2 personnes à l'intérieur, qui n'en sont descendues à aucun moment. Elles se contentaient d'observer. Ce n'était pas Gracilla ou Alonso. C'étaient des personnes qu'il n'avait jamais vues auparavant. Et cela changeait tout. Parce que cela signifiait que ce n'était pas seulement Gracilla, qui entrait en douce pour chercher quelque chose dans la maison. Cela signifiait qu'il y avait d'autres personnes impliquées. Des personnes qu'il ne connaissait pas. Et dont il ne pouvait évaluer les intentions. C'est pourquoi il ne voulait pas que je descende dans ma rue ce matin-là. Parce qu'il ne savait pas qui étaient ces gens. Il ne savait pas ce qu'ils voulaient. Et tant qu'il ne le savait pas, ma maison n'était pas un endroit sûr. J'ai cessé de regarder les photos. J'ai posé le téléphone sur le siège. J'ai regardé par la fenêtre vers la boulangerie, avec sa lumière jaune et son odeur si incroyablement normale. Et j'ai pensé à tous ces matins, où Gracilla et moi avions acheté du pain dans une boulangerie similaire, par un banal samedi. Sans savoir que le monde pouvait se transformer en ça. J'ai demandé à Yvan ce que nous devions faire maintenant. Il m'a répondu que ce soir-là, pendant sa nuit de repos, il allait m'emmener quelque part. Qu'il avait passé les derniers jours à confirmer quelque chose. Et qu'il voulait me le montrer en personne. Que si ce qu'il soupçonnait était exact, il y aurait une réponse à tout. Pas seulement pour savoir si Gracilla était vivante. Mais pour comprendre le pourquoi. Ce qui s'était réellement passé. Qui étaient les personnes dans cette deuxième voiture, et ce qu'elles avaient à voir avec tout ça.
Je lui ai demandé comment il en savait autant. Comment un chauffeur VTC en était venu à savoir tout ça? Il est resté silencieux un moment. Puis il a souri à peine, de cette façon bien à lui. Qui n'exprimait pas de la joie, mais plutôt la résignation tranquille de quelqu'un qui porte sa propre histoire. Il m'a dit qu'il me le raconterait un jour. Que pour l'instant, l'important c'était moi. Mais qu'il y avait une chose qu'il voulait me dire avant qu'on se sépare ce matin-là. Une chose qu'il jugeait important que je sache avant cette nuit, avant de voir ce qu'il allait me montrer. Avant que la réalité ne se présente complètement. Sans filtre. Sans distance. Il m'a dit que ce que j'étais sur le point de découvrir allait me faire mal. Qu'il n'y avait aucun moyen que ça ne fasse pas mal. Qu'aucune explication, aussi logique et rationnellement compréhensible soit-elle, n'enlèverait le poids de ce qui, au fond, était une trahison. Et que la douleur d'une telle trahison ne se résout pas du jour au lendemain. Ni avec une seule conversation. Ni avec une quelconque vérité, aussi complète soit-elle. Il m'a avoué qu'il le savait, parce qu'il lui était arrivé quelque chose de similaire. Pas la même chose, mais similaire. Et que la seule différence entre la personne qu'il avait été après ça, et la personne qu'il était maintenant, résidait dans une seule décision. La décision de ne pas détourner le regard quand quelque chose clochait. De ne pas répéter l'erreur de garder le silence. Il m'a dit ça, et n'a rien ajouté de plus. Il a montré du doigt un petit hôtel discret, à quelques rues de là. Il m'a conseillé de ne pas rentrer chez moi pour l'instant. De réserver une nuit, de dormir autant que je pourrais. Et qu'à 22 heures, il viendrait me chercher. Je suis sorti de la voiture avec les photos gravées dans la rétine, et cette phrase qui tournait quelque part dans ma tête sans que je puisse l'éteindre, ta femme t'observe. Elle n'était pas morte. Et j'avais été le dernier à le savoir. J'ai dormi 3 heures dans cet hôtel. 3 heures fragmentées. Pleines d'images qui n'étaient pas exactement des rêves, mais plutôt un mélange de souvenirs et de peur. Gracilla sur la plage, les cheveux mouillés. Gracilla fermant la porte avec son sac à main marron. Gracilla dans la ruelle sombre, levant son visage vers un lampadaire, avec les épaules tendues de quelqu'un qui sait qu'il commet l'irréparable. Je me suis réveillé la bouche sèche, la poitrine serrée, et avec la certitude absolue ou le genre de certitude qui n'a pas besoin d'arguments ou que rien de ce que j'avais cru sur ma vie n'était tout à fait vrai. J'ai pris une douche. J'ai remis les mêmes vêtements, car je n'en avais pas d'autres. J'ai commandé un café dans ma chambre, et je l'ai bu en me tenant devant la fenêtre. En regardant la rue en bas. Cette rue anonyme et tranquille, où les gens marchaient, achetaient des choses, et vivaient, sans savoir qu'à quelques mètres de là, un homme reconstruisait son monde à partir de zéro. Avec des matériaux qu'il n'avait pas demandés. À 21h30, j'ai envoyé un SMS à Yvan pour lui dire que j'étais prêt. Il m'a répondu immédiatement, en bas dans 20 minutes. J'ai passé ces 20 minutes assis sur le bord du lit, avec mon téléphone à la main, examinant encore et encore les photos qu'Yvan m'avait envoyées. J'ai zoomé jusqu'à ce que l'image soit pixelisée et perde sa forme. Puis j'ai dézoomé, et je l'ai regardé en entier à nouveau. Comme si, dans une répétition de ce cycle, l'image allait changer. Comme si, à un moment donné, le visage qui apparaissait sur cette photo floue et sombre, se transformerait en celui d'une inconnue. Il ne s'est pas transformé. Quand Yvan est arrivé, il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il m'a juste salué d'un hochement de tête. C'était sa façon de dire beaucoup de choses sans utiliser de mots. Il a démarré la voiture, et a pris un itinéraire que je n'ai pas reconnu depuis le début. Nous avons quitté le centre-ville. Traversé de larges avenues, qui se sont progressivement rétrécies en plus petites rues, puis en zones résidentielles que je ne fréquentais pas. Et enfin, dans un quartier à la périphérie de la ville. Un de ceux qui n'est pas tout à fait une banlieue, ni tout à fait la périphérie. Mais ce territoire intermédiaire, où les gens qui veulent passer inaperçus trouvent généralement refuge. Je lui ai demandé où nous allions. Il m'a répondu, que 3 semaines plus tôt, quand il avait commencé à sérieusement soupçonner quelque chose. Il s'était mis à suivre la voiture sombre pendant ses nuits de repos. Pas toutes les nuits. Seulement quand il la voyait apparaître dans ma rue. Il l'avait suivie 3 fois. Les 2 premières fois, il l'avait perdue. La 3e fois, non. La 3e fois, la voiture avait roulé jusqu'à une maison dans ce quartier. Une maison à 2 étages, avec une façade beige et un portail noir, et un pick-up garé dans l'allée. Une maison tout à fait ordinaire, qui n'attirait l'attention d'aucune manière.
C'est exactement le genre de maison où l'on se cache quand on ne veut pas être retrouvé. Nous avons tourné dans une rue, et Yvan a ralenti. Il m'a dit de ne pas être nerveux. Que nous allions juste passer lentement. Juste pour regarder. Nous sommes passés devant la maison. Façade beige, portail noir, pick-up dans l'allée. Et à la fenêtre du premier étage, derrière un rideau à moitié tiré, il y avait une lumière allumée. J'ai ressenti quelque chose d'étrange à ce moment-là. Pas vraiment de la terreur. Quelque chose qui ressemblait plutôt à de la gravité. Comme si ce point dans l'espace, cette fenêtre avec sa lumière jaune, exerçait une attraction physique sur quelque chose en moi qui n'avait pas de nom. Mais qui cherchait un endroit où aller depuis des mois. Yvan ne s'est pas arrêté. Il a continué à conduire normalement, jusqu'à ce qu'il tourne au coin de la rue. Puis, il s'est garé et a coupé le moteur. Il m'a avoué qu'il devait me dire autre chose, avant de décider de ce que nous allions faire. Lors d'une de ces planques, quand la voiture sombre était arrivée à cette maison, Yvan avait vu quelque chose de plus. Il avait vu Alonso Ferrero entrer par le portail avec un sac. Et il avait vu, depuis l'angle où il était garé, comment quelqu'un avait ouvert la porte de l'intérieur pour l'accueillir. Une femme, qui l'accueillait avec la familiarité de quelqu'un qui habite là. Qui l'a fait entrer sans surprise. Qui a fermé la porte avec l'aisance de quelqu'un qui connaît chaque recoin de la maison. Et avant de fermer, elle avait regardé vers la rue un instant. Yvan l'avait reconnue immédiatement. Il n'y avait plus de doute possible. Il n'y avait aucun moyen d'attribuer ça à la faible luminosité, à la distance, ou au désir de trouver des visages familiers chez des étrangers. C'était elle. C'était Graciela, bien vivante dans cette maison. Accueillant Alonso Ferrero, comme s'ils construisaient quelque chose ensemble depuis longtemps. Dans cet espace, dont je n'avais jamais eu connaissance. Je lui ai demandé depuis combien de temps elle était là. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas le savoir avec certitude. Mais vu la façon dont elle se déplaçait dans la maison. Avec cette aisance que seul le temps procure. Il estimait qu'elle était là depuis des semaines. Peut-être même peu de temps après l'accident supposé. Je lui ai demandé s'il pensait qu'Alonso et elle étaient ensemble. Pas seulement comme complices, mais ensemble. Yvan n'a pas répondu tout de suite. Il a regardé la rue sombre, à travers le pare-brise. Puis, il a dit qu'il ne savait pas. Que c'était possible. Mais que ça pouvait aussi être une relation purement transactionnelle, construite autour d'une fraude. Que parfois, les gens font des choses terribles sans qu'il soit question d'amour. Seulement de peur, de cupidité, ou de désespoir. Il a conclu que cette partie-là, je devrais la découvrir par moi-même. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis, je lui ai demandé ce qu'il suggérait de faire. Il m'a présenté deux options. La première était d'aller directement à la police avec ce que nous avions. Les photos, les relevés de voiture, les informations sur l'assurance. Le nom d'Alonso Ferrero sur la police. La caméra chez moi. Ce n'était pas un dossier parfait, mais suffisant pour ouvrir une enquête. Un faux certificat de décès, signé par un médecin, était un crime grave. La fraude à l'assurance aussi. Et si la police de 250 000 € était impliquée, l'affaire devenait rapidement une priorité. La deuxième option était d'aller frapper à cette porte ce soir-là. La confronter directement. Sans police, sans intermédiaire. Juste moi et la vérité. Il m'a averti que cette deuxième option comportait des risques. Que nous ne savions pas qui étaient les autres personnes qu'il avait vues dans la deuxième voiture. Que s'il y avait d'autres personnes impliquées, se présenter sans préparation pouvait être dangereux. Que la première option était plus sûre, bien que plus lente. Je lui ai demandé laquelle il choisirait. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, « Je suis allé à la police la première fois. Et pendant que j'attendais qu'ils agissent, la personne que je voulais protéger était déjà partie. » Il n'a pas donné plus d'explications. Il n'en avait pas besoin. Je lui ai dit que nous allions frapper à cette porte. Yvan a hoché la tête une fois. A démarré la voiture, a fait lentement le tour du pâté de maison. Et s'est garé à une demi-rue de la maison, à un endroit où nous pouvions voir l'entrée, mais sans être immédiatement visible depuis la fenêtre. Il m'a conseillé d'y aller ensemble. Qu'il parlerait en premier. Et que si les choses tournaient mal à un moment donné, nous partirions immédiatement et appellerions la police depuis la voiture. Qu'il avait le numéro prêt sur son téléphone.
Nous sommes sortis. La rue était silencieuse. Il était presque 23 heures, et le quartier dormait. Avec cette profonde tranquillité des endroits où il ne se passe rien. Ou du moins, où tout ce qui se passe, fait très attention à ne pas faire de bruit. Nous avons marché vers le portail. Mes pas résonnaient trop fort sur le trottoir. J'essayais de marcher lentement, mais mon cœur battait dans mes oreilles, d'une manière qui m'a surpris. Ce n'était pas audible de l'extérieur. Yvan a atteint le portail en premier, et l'a poussé doucement. Il n'était pas verrouillé. Nous sommes entrés dans le petit jardin devant la maison. Le pick-up était toujours là. La lumière au premier étage était toujours allumée. Depuis l'intérieur, nous pouvions entendre quelque chose. Une télévision, peut-être. Un bruit de fond constant et faible. Yvan a frappé à la porte. 3 coups fermes. Sans agressivité, mais sans timidité non plus. Silence à l'intérieur. Puis, des pas. Des pas que je reconnais, avant même que la porte ne s'ouvre. Car il y a des sons que le corps mémorise, sans qu'on le lui demande. Le rythme des pas d'une personne. La cadence particulière de la façon dont quelqu'un pose le pied sur le sol. 18 ans passés aux côtés de quelqu'un, vous l'enseigne, sans que vous ne vous en rendiez compte. Et quand ces pas ont atteint la porte de l'intérieur, mon corps les a reconnus avant mon esprit. La porte s'est ouverte. Et Gracila était là. Avec les cheveux plus courts qu'avant, coupés aux épaules. Légèrement plus foncés. Sans maquillage, dans des vêtements décontractés que je ne lui avais jamais vu porter. Avec une expression qui a commencé comme celle, neutre, de quelqu'un qui ouvre la porte à un inconnu. Et qui, en une fraction de seconde, s'est transformée en quelque chose de complètement différent. L'expression de quelqu'un qui voit exactement ce qu'elle craint le plus de voir. Ses yeux ont croisé les miens. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas essayé de fermer la porte. Elle n'a dit aucune des choses que l'on imaginerait quelqu'un dire dans cette situation. Elle est restée complètement immobile. La main sur l'encadrement de la porte, à me regarder. Et je l'ai regardée, pendant une seconde qui a duré beaucoup trop longtemps. Aucun de nous deux n'a rien dit. Nous nous sommes simplement regardés, avec le poids de tout ce qu'il y avait entre nous. 18 ans de mariage. Des funérailles, 3 mois de deuil, une police d'assurance vie de 250 000 €. Un mégot de cigarette dans la buanderie. Une photo floue prise de nuit depuis une voiture. Et toute la vérité, crue et sans phare, se tenant sur le seuil d'une maison que je n'avais jamais connue. C'est moi qui ai parlé le premier. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai dit de la seule manière dont j'étais capable à ce moment-là. À voix basse, et avec un calme qui n'était pas de la paix, mais le calme qui vient quand on n'a plus rien à perdre. J'ai dit « Bonjour, Gracila ». Et elle a fermé les yeux. Et quand elle les a rouverts, il y avait quelque chose dans son regard, qui n'était pas exactement de la culpabilité, ni exactement du soulagement. Mais un mélange des deux. Un regard que seul quelqu'un, qui a porté un secret pendant des mois, et qui a toujours su que ça finirait ainsi, peut avoir. Elle a reculé d'un pas, et nous a laissé entrer. Le salon de cette maison était petit et bien rangé. Des meubles simples, impersonnels. Le genre qu'on achète quand on ne compte pas rester longtemps quelque part, ou quand on ne veut pas que l'endroit en dise long sur soi. Une table avec 2 chaises. Un canapé devant une petite télévision, encore allumée, le volume bas. Une cuisine ouverte au fond, avec 2 tasses sur un comptoir. 2 tasses. Personne d'autre n'était visible à ce moment-là. Mais les 2 tasses disaient que, récemment, il y avait eu 2 personnes dans cette pièce. Gracila s'est assise sur le canapé. Elle ne nous a pas invités à nous asseoir, mais elle ne nous a pas non plus demandé de partir. Yvan est resté près de la porte. Discret, à sa place. Une place qui n'était pas le centre, ni la marge. Mais ce point exact, où sa présence signifiait « je suis là », sans avoir besoin de dire un mot de plus. Je me suis assis sur l'une des chaises à la table, face à elle. Juste assez loin pour voir tout son visage, et pour qu'elle puisse voir le mien. Personne n'a parlé pendant les premières secondes. Puis, Gracila a dit doucement, presque pour elle-même, « Je savais que tu allais me trouver. » Je ne savais pas quand. Mais je savais que tu allais me trouver. Je lui ai demandé si c'était censé me faire me sentir mieux. Elle a secoué la tête. Elle m'a dit que non.
qu'il n'y avait rien qui puisse me faire me sentir mieux à ce moment-là. Qu'elle le savait, et qu'elle n'allait pas essayer. Je lui ai demandé pourquoi. Un seul mot, pourquoi. Mais avec tout le poids de 3 mois de deuil, et de 18 ans de mariage. Et d'une tombe à son nom, que je n'avais visité que 2 fois, parce que je ne pouvais pas y aller plus souvent, tellement chaque visite me laissait incapable de fonctionner pendant des jours. Gracila a pris une grande inspiration, a regardé ses mains pendant un moment. Puis a levé la tête, et m'a regardé d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas le regard de la femme que je croyais connaître. C'était le regard de quelqu'un, qui porte un lourd fardeau depuis longtemps, et qui est sur le point de s'en délester. Même en sachant que le lâcher fera mal. Soupir amusé, elle m'a dit qu'elle allait tout me raconter. Qu'elle me le devait. Qu'elle voulait que j'entende tout, avant que je ne dise ou ne fasse quoi que ce soit. J'ai hoché la tête, et elle a commencé. Elle m'a révélé que tout avait commencé 4 ans plus tôt. Pas avec Alonso. Pas avec un quelconque plan. Mais avec une dette. Une dette qu'elle avait contractée seule, sans rien me dire. Parce qu'à ce moment-là, elle pensait pouvoir gérer la situation, et qu'il n'y avait aucune raison de m'inquiéter. Elle avait investi de l'argent. Notre argent. Celui du compte d'épargne commun que nous avions depuis des années. Dans une affaire qui lui avait semblé solide. Une affaire qui lui avait été présentée par quelqu'un de son travail. Quelqu'un en qui elle avait confiance. Quelqu'un qui s'est avéré ne pas être ce qu'il semblait. L'affaire était une façade. L'argent a disparu. Et quand elle a essayé de le récupérer, elle a découvert que la personne qui l'avait pris, avait des liens avec des gens qui n'acceptent pas que les débiteurs posent des questions. Elle m'a avoué que le montant initial était de 40 000 €. Et qu'avec les intérêts et les menaces qui ont suivi, en moins de 2 ans, la dette était passée à 120 000 €. Elle m'a raconté, que pendant ce temps, elle avait essayé de résoudre le problème seule. Qu'elle avait payé par tranche. Qu'elle avait négocié. Qu'elle avait cherché des moyens de s'en sortir sans m'impliquer. Mais que les gens à qui elle devait de l'argent, n'étaient pas du genre à accepter des paiements partiels indéfiniment. Et qu'à un moment donné, il lui avait fait comprendre clairement, que si l'argent n'apparaissait pas dans sa totalité, les conséquences ne seraient pas seulement pour elle. Elles seraient aussi pour moi. Je l'ai fixée. Je lui ai demandé pourquoi elle ne me l'avait pas dit. Elle a répondu qu'elle avait peur. Qu'elle savait comment j'allais réagir. Que je voudrais les confronter. Que je voudrais aller à la police. Et qu'aller à la police avec ces gens-là, c'était signer un arrêt de mort. Qu'elle avait vu ce qui était arrivé à quelqu'un d'autre qui avait essayé de le faire. Qu'elle ne pouvait pas prendre le risque pour moi. Je lui ai dit que ce n'était pas sa décision. Elle a répliqué qu'elle le savait. Qu'elle l'avait toujours su. Mais que la peur ne s'embarrasse pas de logique. Elle a fait une pause, s'est levée, est allée dans la cuisine. S'est versé un verre d'eau, et l'a bu, debout devant l'évier pendant un moment, avant de continuer. Elle m'a dit que c'est à ce moment de désespoir, qu'elle avait fait plus ample connaissance avec Alonso. Pas de manière romantique à ce moment-là, a-t-elle précisé, en me regardant droit dans les yeux. Mais comme quelqu'un qui avait des ressources, et des connaissances dont j'avais besoin. Quelqu'un qui savait comment déplacer de l'argent. Quelqu'un qui avait accès à des documents médicaux. Quelqu'un qui m'a présenté une issue. Je lui ai demandé quelle était cette issue. Elle m'a raconté qu'Alonso avait proposé un plan. Que si elle disparaissait légalement, la dette disparaîtrait avec elle. Que les gens à qui elle devait de l'argent, ne pourraient pas se faire rembourser par une morte. Qu'il pouvait certifier un faux décès, lié à un véritable accident qui s'était déjà produit ce jour-là sur l'autoroute. Que les conditions de l'accident d'origine avaient suffisamment détruit le véhicule impliqué, pour rendre toute vérification difficile. Qu'il avait des contacts à l'hôpital. Qu'il avait de l'expérience dans ce type de documentation. Et que l'assurance vie paierait. Pas tout pour elle. Une partie pour Alonso, pour le risque. Et le reste pour recommencer une nouvelle vie ailleurs. Une vie où la dette n'existait pas, parce que la personne qui la devait n'existait plus non plus. Elle a dit ça, et elle a attendu. Je n'ai rien dit pendant un moment. J'étais en train de digérer, non seulement ce qu'elle me disait, mais aussi l'architecture de tout ça. La façon dont chaque pièce s'emboîtait avec les autres. L'enveloppe avec les chiffres, que je comprenais maintenant être un code d'accès à un compte. Les initiales sur le papier.
La modification dans la police d'assurance. L'accès au compte bancaire, qu'elle avait effectué pour transférer les fonds restants avant de disparaître. Tout avait été calculé. Tout avait été planifié, avec une froideur que je n'arrivais pas à concilier, avec la femme qui buvait son café avec trop de sucre, et qui laissait les tiroirs ouverts. Je lui ai demandé si Alonso et elle étaient ensemble maintenant. Au sens plein du terme. Elle a pris un moment pour répondre. Puis, elle a dit oui. Que ça n'avait pas commencé comme ça. Qu'au début, ce n'était que le plan. Mais que pendant les mois de préparation. Entre la peur, la proximité, et le sentiment que seule cette personne comprenait vraiment sa situation. Quelque chose avait changé. Elle m'a dit qu'elle était désolée. Je lui ai répondu que, désolée, ce n'était pas suffisant. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas contesté ça. Je lui ai demandé où était Alonso à ce moment-là. Elle m'a répondu qu'il était parti avant notre arrivée. Qu'elle ne savait pas s'il avait entendu la voiture, ou si c'était une simple coïncidence. Mais qu'il était parti 20 minutes plus tôt, en lui disant qu'il rentrerait tard. Yvan, depuis l'endroit où il se tenait, a dit doucement que ce n'était pas une coïncidence. Qu'il nous avait probablement vu arriver, et était parti par l'arrière. Gracila l'a regardé. Elle l'a regardé, de la façon dont on regarde quelqu'un dont on connaît l'existence, mais qu'on ne s'attendait pas à rencontrer en personne. Puis, elle m'a regardé et m'a demandé qui il était. Je lui ai dit qu'il était la personne qui m'avait sauvé. Elle a hoché la tête lentement. Comme si cela avait un poids spécifique, qui avait besoin d'un moment pour se poser. Je lui ai demandé s'il y avait autre chose. Si ce qu'elle m'avait dit était la vérité entière, ou s'il y avait encore des parties qu'elle me cachait. Elle m'a avoué qu'il y avait encore une chose. Une chose qui allait me coûter plus que tout le reste. J'ai attendu. Elle m'a expliqué que les personnes à qui elle devait de l'argent, celles de la dette initiale, n'avaient pas complètement disparu avec sa mort. Que ces dernières semaines, elles avaient commencé à poser des questions. Que quelqu'un leur avait divulgué des informations sur la police d'assurance. Qu'elles soupçonnaient que la mort était fausse. Qu'elles avaient commencé à surveiller la maison. Pas elle, moi. Les personnes dans la deuxième voiture qu'Yvan avait vue, n'étaient pas les complices de Gracila. C'étaient les personnes à qui elle devait de l'argent. Et ils me surveillaient, parce qu'ils croyaient que je savais où elle était. Ou parce qu'ils croyaient que j'étais un moyen de l'atteindre. Ou simplement, parce qu'ils voulaient récupérer ce qu'ils considéraient comme leur, par tous les moyens possibles. Le silence qui a suivi cette révélation, était différent de tous les silences précédents de cette nuit-là. Plus dense, plus urgent. Yvan s'est éloigné du mur. M'a regardé. Puis a regardé Gracila. Il a dit, nous devions appeler la police maintenant. Pas demain. Pas après y avoir réfléchi. Maintenant. Que si ces gens la cherchaient, et avaient fait le lien entre la maison de Gracila, et la maison où je vivais. Le temps dont nous disposions pour agir, avant que la situation ne devienne incontrôlable, était limité. Gracila a regardé Yvan, puis m'a regardé. M'a demandé si j'allais appeler la police. J'ai répondu que oui. Elle m'a demandé si ça signifiait qu'elle allait aller en prison. Je lui ai répondu que je ne savais pas. Que cela ne dépendait plus de moi. Il y a eu un bref instant, où j'ai vu quelque chose sur son visage que j'ai reconnu malgré tout. Pas la femme du plan, ni la femme de la dette, ni la femme d'Alonso. Mais la femme que j'avais rencontrée à un mariage. Qui a dansé une fois par politesse, et qui à la fin de la nuit, ne voulait plus s'arrêter. Cette lueur a duré une seconde, puis elle a disparu. J'ai sorti mon téléphone. Avant que je ne compose le numéro, Gracila m'a dit encore une chose. Elle a dit qu'elle voulait que je sache, qu'elle n'avait jamais voulu que je souffre. Que le chagrin que j'avais éprouvé ne faisait pas partie du plan. Qu'elle avait cru que je m'en remettrais plus vite. Qu'elle s'était trompée sur ce point-là aussi. Je lui ai dit qu'elle avait raison, qu'elle s'était trompée sur ce point-là aussi. J'ai composé le numéro, et j'ai attendu qu'il réponde. J'ai regardé Yvan. Il regardait par la fenêtre latérale du salon vers la rue. Avec cette tension d'un homme, qui a appris à lire les espaces nocturnes comme s'il s'agissait de textes. Calme. Présent. Exactement là où il devait être. L'appel a été pris. J'ai parlé lentement et clairement. J'ai donné l'adresse. J'ai dit que j'avais des informations sur une fraude à l'assurance vie,
et sur la falsification d'un certificat de décès. J'ai dit que l'auteur du certificat était un médecin dont j'avais le nom. J'ai dit qu'il y avait des preuves. J'ai dit que j'avais besoin qu'il vienne. Quand j'ai raccroché, Gracila était toujours assise sur le canapé. Les mains jointes sur ses genoux. Regardant le sol. Comme quelqu'un qui a fini de courir, et s'autorise enfin à ressentir l'épuisement de tout ce qu'elle a traversé. Yvan s'est éloigné de la fenêtre, et s'est approché de moi. Il m'a dit doucement qu'ils arriveraient dans environ 15 minutes. Qu'il valait mieux que nous attendions à l'intérieur. Qu'il ne savait pas si les personnes de la deuxième voiture étaient encore dans les environs, et qu'il ne voulait pas que quiconque sorte, avant l'arrivée de la police. J'ai hoché la tête. Nous sommes restés assis à attendre, dans ce petit salon impersonnel, avec les meubles de quelqu'un qui n'a jamais pensé rester. Nous avons attendu tous les trois en silence. Les 15 minutes les plus longues dont j'ai le souvenir. Gracila immobile sur le canapé. Yvan debout près de la porte. Moi, sur la chaise près de la table. Mon téléphone à la main, et la tête pleine de tout ce que je ne savais pas encore comment trier. Dehors, la rue est restée silencieuse. Et puis, au loin, les premières lumières bleues et rouges sont apparues, se reflétant dans les fenêtres. Et tout ce qui avait été un secret a cessé de l'être. Les deux premières voitures de patrouille sont arrivées en moins de 12 minutes. Puis une troisième. Puis un véhicule banalisé avec deux hommes en civil, qui se sont avérés faire partie de la brigade de répression de la délinquance financière. Quelqu'un au commissariat avait entendu les mots « fraude à l'assurance » et « faux certificat » et avait pris la bonne décision de ne pas envoyer que des agents en uniforme. Gracila n'a offert aucune résistance. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas essayé de négocier à ce moment-là. Elle s'est levée du canapé quand on le lui a demandé. Elle a tendu les mains, et elle a franchi cette porte avec un calme. Je ne savais pas si je devais l'admirer, ou l'ajouter à la liste des choses que je ne comprenais pas chez elle. Un calme qui était peut-être de l'épuisement, ou peut-être du soulagement. Ou peut-être les deux, mélangés d'une manière qui n'a de sens que lorsque l'on porte quelque chose depuis trop longtemps, qu'on ne peut plus le retenir. J'ai parlé avec les agents pendant près de 2 heures. Je leur ai tout montré. Les photos qu'Yvan avait prises. Les captures d'écran des relevés de voitures. La police d'assurance avec le nom d'Alonso Ferrero. Les enregistrements des caméras de ma maison. L'enveloppe avec les chiffres. Qu'un des enquêteurs a regardé longuement, avant de la mettre dans un sac à preuves, avec une expression qui disait qu'il savait exactement ce que c'était. Yvan a également parlé avec eux. À sa façon, directe et sans fioriture. Sans drame, mais sans rien omettre. Il a expliqué ce qu'il avait observé, quand, d'où, de quelle manière. Les agents l'ont écouté attentivement. L'un d'eux lui a demandé comment il en était venu à remarquer autant de détails. Yvan a répondu qu'il conduisait la nuit, et que les gens de la nuit apprennent à voir des choses que les autres ne voient pas. L'agent a noté quelque chose dans son carnet, et n'a plus posé de questions à ce sujet. Alonso Ferrero a été arrêté le matin même. Non pas à la maison, où il n'était manifestement plus. Mais dans un hôtel à 20 minutes de là. Yvan avait noté la plaque d'immatriculation de sa voiture cette nuit-là, et l'avait donnée aux enquêteurs avant que je ne termine ma déposition. En moins d'1 heure, il l'avait localisé. Il était dans une chambre, avec une valise à moitié faite, et 2 téléphones sur le lit. Ce qui en disait long sur sa préparation à disparaître, si les choses se compliquaient. Les personnes dans la deuxième voiture, celles à qui Gracila devait de l'argent, ont mis un peu plus de temps. Mais pas beaucoup. L'enquête qui s'est ouverte cette nuit-là, offrait suffisamment de fil à tirer. Et quand les autorités ont commencé à tirer, ce qui en est sorti était plus gros que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas la première fois qu'Alonso faisait quelque chose de ce genre. Il y avait eu d'autres cas, d'autres certificats, d'autres assurances. Un petit réseau fonctionnel, qui opérait depuis des années en marge du système médical et financier. Sans que personne n'ait fait le lien, jusqu'à cette nuit-là. Je n'étais pas présent pour tout cela. J'ai découvert les choses par bribes, dans les jours et les semaines qui ont suivi, grâce aux appels des enquêteurs, et à ce qui passait aux informations. Mais ce matin-là, quand ils m'ont finalement laissé partir à 4 heures du matin. Ce que j'ai ressenti n'était pas du soulagement ou de la satisfaction, ni aucune des choses qu'on imagine ressentir à la fin de quelque chose comme ça. Ce que j'ai ressenti, c'était un vide différent du chagrin.
Le deuil a une texture spécifique, un poids spécifique, une direction. On sait vers quoi il pointe. Ce vide était plus ouvert, moins défini. Comme un espace qui aurait été occupé pendant longtemps par quelque chose. D'abord par l'amour, puis par la douleur. Et qui maintenant était simplement libre. Ne sachant pas encore ce qui viendrait le remplir. Yvan m'a ramené à l'hôtel où j'avais dormi ces 3 heures. Il n'a pas dit grand-chose pendant le trajet. Moi non plus. Mais à un moment donné, à mi-chemin, il m'a dit qu'il y avait une chose qu'il voulait me dire. Quelque chose qu'il avait promis de me dire, quand tout cela serait terminé. Je lui ai dit que je l'écoutais. Il m'a raconté, que 12 ans plus tôt, il avait vécu une situation similaire à la mienne. Pas la même, mais similaire. Une femme, un long mensonge, des signes qu'il avait remarqués, et qu'il avait décidé d'ignorer. Parce que les ignorer était plus facile que de les affronter. Des signes qui se sont accumulés, jusqu'à ce qu'une nuit, quelqu'un lui dise la vérité en face. Et il a réalisé, qu'une partie de lui le savait depuis longtemps, et avait choisi de ne pas le voir. Il m'a dit que cette expérience l'avait changé, d'une manière qu'il a mis des années à comprendre pleinement. Que, pendant un temps, cela l'avait rendu méfiant envers tout et tout le monde. Qu'il avait fermé des portes, qu'il n'aurait peut-être pas dû fermer. Qu'il avait passé beaucoup de temps à conduire la nuit. Parce que la nuit, il n'avait rien à expliquer à personne. Mais que cela lui avait aussi appris à voir. À vraiment voir. À ne pas détourner le regard quand quelque chose ne collait pas. À ne pas se dire que c'était de l'imagination, de la fatigue, ou le besoin que tout aille bien. Il m'a dit que quand il m'avait rencontré, quand il avait commencé à remarquer des choses dans ma rue, dans ma maison, dans les schémas qui ne correspondaient pas. Il avait dû prendre une décision. Il pouvait l'ignorer. Il pouvait se dire que ce n'était pas son problème. Il pouvait simplement conduire, encaisser le prix de sa course, et ne pas s'impliquer dans la vie d'un passager. Mais il avait décidé, qu'il n'allait plus ignorer quelque chose comme ça. Il m'a avoué qu'il ne l'avait pas fait par héroïsme. Il l'avait fait parce que 12 ans plus tôt, quelqu'un aurait dû le faire pour lui, et ne l'avait pas fait. Et que, s'il y avait un moyen de boucler la boucle, même indirectement, même avec un inconnu qui lui apportait un café tous les matins. C'était ce qu'il voulait faire. Je suis resté silencieux un instant. Puis je lui ai dit que je ne savais pas comment le remercier pour ce qu'il avait fait. Il m'a répondu de ne pas le remercier, de continuer à apporter du café. Ça m'a fait rire. Un petit rire fatigué, mais vrai. Le deuxième rire authentique que j'avais eu depuis la mort de Gracilla. Ou plutôt, depuis que j'avais découvert qu'elle n'était pas morte. En arrivant à l'hôtel, avant de descendre, je lui ai demandé le nom de la femme de son histoire. Celle d'il y a 12 ans. Il est resté silencieux une seconde. Puis, il a dit que son nom était Vanessa. Je n'ai rien ajouté. Lui non plus. J'ai hoché la tête, je suis descendu de la voiture. Et je l'ai regardé s'éloigner, dans la rue vide, au petit matin. Les mois qui ont suivi, ont été difficiles d'une autre manière que les mois précédents. Le deuil a ses propres temps, et ses propres étapes. Et on peut trouver des cartes pour le traverser. Des livres, des thérapies, des gens qui ont vécu la même chose. Mais il n'y a pas beaucoup de cartes pour ce que je vivais. Il n'y a pas de nom clair, pour le processus qui consiste à découvrir, que la personne que vous pleuriez n'était pas morte, mais avait choisi de disparaître de votre vie, de la manière la plus radicale possible. Le processus judiciaire a pris plusieurs mois. Gracilla a été accusée de fraude, de falsification de documents, et de simulation de décès à des fins économiques. Alonso a fait face à des accusations plus graves, en raison de son implication professionnelle dans la falsification, et de ses antécédents dans des cas similaires, qui ont été mis au jour pendant l'enquête. Tous deux ont conclu des accords avec l'accusation. Ce qui a permis d'éviter de longs procès, mais pas les conséquences. Gracilla a passé 14 mois en détention provisoire, avant que son cas ne soit résolu. En fin de compte, elle a été condamnée à 3 ans dans un centre de réadaptation. Peine réduite pour sa coopération avec les autorités. Et le fait que l'assurance n'avait jamais été entièrement payée. La majeure partie du montant transféré a été récupérée. Alonso a été condamné à une peine plus longue, 8 ans. Avec les antécédents qui sont apparus, le juge n'a eu que peu de compassion. Les personnes liées à la dette, celles qui surveillaient ma maison, se sont avérées faire partie d'un réseau de prêts illégaux, opérant dans plusieurs quartiers de la ville.
Elles ont été arrêtées, dans le cadre d'une enquête plus large que la police avait déjà en cours. Et que les informations de cette nuit-là ont permis d'accélérer. Elles ne m'ont jamais rien fait directement, mais savoir qu'elles avaient été là, à quelques mètres de ma porte, a été quelque chose qui m'a pris du temps à assimiler. J'ai vendu la maison, pas immédiatement. Pendant quelques mois, j'ai essayé de rester. Me disant que ce n'était qu'une maison, et que les lieux ne sont pas responsables de ce que les gens y font. Mais chaque fois que je marchais dans le couloir, ou que j'ouvrais la buanderie, ou que je regardais par la fenêtre de la cuisine, je voyais des choses que je ne voulais plus voir. Pas des fantômes, quelque chose de pire. La mémoire. La mémoire a cette façon de s'accrocher au lieu, avec une force qu'il n'est pas toujours possible de nettoyer. J'ai déménagé dans un appartement plus petit. Dans un quartier différent. Sans buanderie, sans jardin. Sans le porte-manteau où pendait sa veste. Un nouvel espace, qui n'avait rien pour me rappeler quoi que ce soit. Parce que rien ne s'y était encore passé. Les premiers mois dans cet endroit ont été étranges. Une sorte de commencement, sans l'enthousiasme des commencements. Mais avec une chose que le précédent appartement n'avait plus, la possibilité de respirer, sans que chaque bouffée d'air ne soit chargée de quelque chose. J'ai continué à travailler à la clinique. J'ai gardé le service de nuit, du moins pendant un certain temps. Non pas parce que j'en avais besoin comme d'une échappatoire, comme au début. Mais parce que je m'étais habitué au petit matin, et à son honnêteté si particulière. Et je n'étais pas encore prêt à y renoncer. Et j'ai continué à commander des voitures via l'application à 7 heures du matin. Et c'était presque toujours Yvan. Nos conversations ont changé après cette nuit-là. Elles ne sont pas devenues plus longues, ni plus dramatiques. Au contraire, elles sont devenues plus simples. Moins alourdies par le poids des non-dits. Parce qu'il n'y avait plus grand-chose de non-dit. Nous parlions de petites choses. Du temps qu'il faisait, des matchs de sport, d'un restaurant qui avait ouvert près de la clinique. Parfois, de choses plus importantes. De l'avancement du processus judiciaire. De ce que je ressentais. De ce que ça faisait de recommencer à 44 ans, sans trop savoir quelle forme prendrait ce nouveau départ. Un matin, environ 6 mois après tout ça, je lui ai demandé s'il avait un jour eu des nouvelles de Vanessa. Il m'a répondu que non. Que beaucoup de temps avait passé. Qu'il y avait eu un moment où il avait voulu la chercher. Et qu'à la fin, il avait décidé de ne pas le faire. Que certaines portes valent mieux rester fermées. Non par lâcheté, mais parce que ce que l'on trouverait de l'autre côté, ne correspondrait plus à nos souvenirs. Et que parfois, le souvenir est la seule chose qui vaille la peine d'être conservée. Je lui ai demandé si cela lui semblait suffisant. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, que certains jours oui, et d'autres non. Que c'était aussi une forme de réponse. J'ai compris. Il y a une chose que j'ai apprise tout au long de cette période. Que je ne sais pas si j'aurais pu apprendre autrement. J'ai appris que la douleur et la trahison, ce n'est pas la même chose. Même si elles arrivent en même temps. La douleur vous appartient. Elle est légitime. Cela fait partie de notre condition d'être humain, que d'aimer quelqu'un et de le perdre, quelle qu'en soit la manière. Mais la trahison, appartient à celui qui la commet. Et confondre les deux. Porteur la trahison d'un autre comme si elle faisait partie de son propre fardeau. C'est l'erreur la plus coûteuse qu'on puisse faire. Il m'a fallu du temps pour séparer ces deux choses en moi. Pour comprendre que l'amour que j'avais ressenti, était réel. Même si la personne qui l'avait reçu, avait choisi de faire des choses que je ne pouvais pas comprendre. Que mes 18 ans de mariage n'étaient pas un mensonge. Juste parce que ça s'était fini comme ça. Que j'avais été un bon mari, et un homme honnête. Et qu'aucune des décisions de Gracilla ne changeait cela. Ce fut la chose la plus difficile à apprendre, et aussi la plus nécessaire. Parfois, je repense au matin où Yvan a dépassé ma rue. Que se serait-il passé, si j'avais exigé qu'il me dépose devant ma porte? Si j'étais sorti de la voiture en colère, sans l'écouter? Si j'étais rentré chez moi, et m'étais retrouvé face à quelque chose auquel je n'étais pas préparé? Seul, sans que personne ne sache où j'étais, ni ce qui se passait. Je ne sais pas ce que j'aurais trouvé cette nuit-là. Peut-être rien. Peut-être Gracilla. Peut-être les gens dans la deuxième voiture. Je ne sais pas. Et il y a quelque chose dans cette incertitude, qui me donne encore un frisson bien spécifique, quand j'y pense.
Ce que je sais, c'est qu'un homme, qui conduisait la nuit parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre de sa propre douleur, a décidé de ne pas détourner le regard. Il a décidé que cette fois, il allait dire ce qu'il voyait. Que cette fois, il n'allait pas garder le silence. Et cette décision a tout changé. Il y a une dernière chose que je veux dire, avant de terminer. Il y a quelques semaines, par un mardi matin tout à fait ordinaire, Yvan m'a ramené chez moi comme toujours. À notre arrivée, avant que je ne descende, j'ai posé le café dans le porte-gobelet, comme chaque matin. Il l'a regardé. Puis m'a regardé. Et m'a demandé comment j'allais. Pas de la façon dont les gens posent cette question sans vouloir connaître la réponse. De la façon dont lui demande les choses. Avec cette attention complète et immobile, qui fait sentir que la réponse compte vraiment. Je lui ai dit que j'allais mieux. Que je n'allais pas bien encore. Parce que le bien n'était pas encore arrivé. Mais que j'allais mieux. Qu'il y avait des jours où je me réveillais, et que ma première pensée n'était pas pour Gracilla, ou pour ce qui s'était passé. Mais pour quelque chose de tout à fait banal. Le travail, le petit déjeuner. Savoir s'il allait pleuvoir. Et que ces jours devenaient de plus en plus fréquents. Yvan a hoché la tête. A pris le café, l'a regardé un instant. Et a dit, c'est suffisant pour le moment. Il avait raison. Parfois, suffisant pour le moment, c'est tout ce dont on a besoin pour continuer à avancer. Ce qui surprend les gens, ce n'est pas toujours un fantôme. Parfois, c'est la vérité. Silencieuse. Patiente. Qui attend le moment, où quelqu'un décide de ne pas détourner le regard. Seriez-vous sorti de la voiture ?